Hello, bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice, et mon roman Le secret du Belten va être publié en juillet 2025 chez Conséquence Éditions. Dans ce podcast, on parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat et apprentissage personnel. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour avancer sereinement dans tes projets. Hello, j'espère que tu vas bien. Normalement, tu es déjà au courant, mais mon roman de fantasy, Le secret du Belten, sort dans un mois, le 2 juillet, chez Conséquence Éditions. Ça se passe à huis clos sur un bateau, ça mêle magie interdite, monde dystopique qui a subi un effondrement écologique, secret et décisions morales un peu ambiguës. C'est un roman dont je suis très très fière parce que officiellement c'est pas le premier roman que je sors, même si c'est le premier roman que je sors en maison d'édition et dans un cadre vraiment sérieux et professionnel, quoi, on va dire. Donc moi j'aurais tendance à penser que c'est quand même mon premier roman. Et donc c'est vraiment une première expérience qui a été trop bien, de la soumission aux corrections éditoriales jusqu'à voir la couverture être réalisée par l'illustratrice qui a été incroyable, au travail des deux éditrices pour porter le livre, pour faire de la com dessus et tout. Et franchement, c'est trop bien, je suis trop contente. Et le texte en lui-même, j'en suis hyper fière parce que je voulais vraiment écrire quelque chose d'adulte, écrire quelque chose de pas simple, de complexe, où il y a beaucoup de dynamiques socio-psychologiques qui impactent les personnages. Et dans le cadre du huis clos sur un bateau, ça s'y prêtait vraiment bien. Et je trouve qu'on ressent aussi bien l'ambiance maritime et oppressante de ce que ça peut être. C'est un roman dont j'aurais du mal à définir les tropes parce que ça sort quand même, mine de rien, assez des cases conventionnelles où on n'est pas vraiment sur des choses classiques ou clichés ou stéréotypées, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire facilement identifiables, même si la dynamique entre les deux héroïnes, on pourrait parler de Enemies to Lovers un petit peu, mais voilà, j'en ai déjà parlé, mais ça s'extrait quand même de ces codes-là, et je suis très contente parce que c'est pas pour dire que j'ai révolutionné la littérature ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour dire que j'ai écrit quelque chose que moi je trouve unique et qui, je pense, vous laissera pas indemne à la lecture. Et donc, je voulais aussi en parler aujourd'hui parce que c'est quand même une œuvre, voilà, donc je suis très très fière. Et j'ai quand même pas mal d'ambition pour ce texte. Et je trouvais que c'était chouette aussi de les partager avec vous, même s'il y en a certaines qui sont clairement idéalistes et irréalisables, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que, après tout, pourquoi pas? La première chose qui, je pense, est largement atteignable, c'est que j'aimerais bien qu'on écoule le stock avant les précommandes. Enfin, je dis largement atteignable, je pense que c'est quand même un petit peu ambitieux de ma part, mais là, vraiment, on parle de rêve, donc vraiment, pourquoi pas? Ce que j'aimerais le plus pour que ce roman ait une belle vie, et parmi ces choses, il y a le fait que j'aimerais bien qu'on écoule le stock avant la fin de la période de précommande, ou en tout cas une bonne partie du stock, pour vraiment voir qu'il y a une certaine confiance en l'histoire, en mon texte, et en moi aussi, et aussi en la maison d'édition. J'aimerais bien qu'il y ait eu beaucoup de librairies qui s'y intéressent et qui aient eu demandé à avoir du stock. J'aimerais bien qu'il y ait une grande partie de ma communauté Instagram qui me suit dans cette aventure, et vous aussi d'ailleurs, parce que ce serait aussi la marque que la façon dont j'en parle dans ce podcast ou dans les posts de promo que je fais sur Insta et sur TikTok, qui sont d'ailleurs très divers et variés, vous ont assez intéressé pour que vous passiez le pas de l'acheter en avance, avant qu'il y ait des services presse, avant qu'il y ait des avis. Et ça, pour moi, ce serait vraiment un gage de confiance et de dire que ben voilà, il y a quand même un lectorat qui est là, qui attend. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même un roman qui est assez spécial, je pense, entre guillemets. Je pense honnêtement qu'il plaira pas à tout le monde, et c'était pas le but, parce que, comme j'ai dit, il y a vraiment des personnages qui sont très très gris, des décisions morales qui sont contestables, des actions des personnages qui sont contestables, et un début et une fin qui, je pense, vont vous retourner le cœur littéralement. En tout cas, j'espère, et je l'ai vraiment écrit dans cette optique de laisser personne indifférent et de vraiment essayer de
faire ressentir des émotions aux gens. Et donc ça rejoint le deuxième point que j'aimerais bien qui ressorte de ce roman et de cette sortie en général, c'est vraiment ce côté émotionnel. Il y a une auteurice qui en a parlé récemment sur Instagram, qui s'appelle Shannon Elliott, que vous savez que j'apprécie beaucoup, qui est auteurice auto-éditée, qui a fait un post pour dire que elle essayait d'écrire voilà, des romans qui procurent des émotions et que c'était par ce prisme-là que ces textes étaient écrits et envisagés. Et c'est vrai que je ne l'avais pas forcément formalisé comme ça de mon côté, mais c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et j'aimerais vraiment que ce texte laisse personne indifférent et que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, parce que je suis totalement OK avec le fait que des gens n'aiment pas et qu'ils n'apprécient pas, et je pense que c'est le cours normal de la vie d'un roman aussi, mais j'aimerais bien que dans tous les cas, quel que soit le bilan, quels que soient les qualités, les défauts, j'aimerais bien que ce qui revienne, c'est que c'est un texte qui est émouvant et qui est prenant et qui est immersif dans le sens où on se fait vraiment embarquer par l'histoire et par les personnages et par les décisions qu'ils ou elles doivent prendre. Et justement, tout ce côté moralement ambigu, j'aimerais bien que certaines personnes potentiellement se disent c'est pas une bonne décision, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment risqué, ça va mal se passer. Et qu'il y ait des vraies émotions qui les traversent, que ce soit positif, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments positifs dans le roman, notamment l'histoire d'amour qui est très importante et qui sert vraiment aussi à porter les personnages dans ce côté vraiment famille choisie et donc de s'extraire de leurs conditions et de leur trauma aussi pour avancer. Donc ça, c'est un point qui est très très fort dans le roman et qui, j'espère, sera porteuse d'espoir et de réconfort dans le roman, là où le reste de l'intrigue est vraiment très immersive et très prenante, comme je disais, qui va potentiellement plus poser question. J'espère que ce que j'ai mis en place permettra vraiment de s'interroger sur des notions comme la justice, les dynamiques d'oppression sociale, la hiérarchie de classe, même si c'est pas au centre, c'est quelque chose qui est en arrière-plan et qui quand même conditionne tout le roman. Et évidemment, comme je vous ai dit, le fait que les personnages traversent des événements très difficiles. Et j'ai pas forcément envie de dire quelles émotions devraient ressentir le lectorat à la découverte du texte, parce que bon, c'est pas trop ma place, je pense, et chacun peut envisager sa lecture et l'intrigue comme il ou elle veut, mais j'espère vraiment que ça laissera pas indifférent, et je pense que ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant pour ce point-là, c'est que j'espère vraiment que j'ai réussi à faire ressentir des choses aux personnes qui vont le lire, tout simplement. Et ça peut vraiment paraître très basique comme envie, mais moi, c'est vraiment très, très important. Et ça rejoint aussi le fait que je considère vraiment mon travail comme un travail de divertissement, c'est-à-dire que moi, j'ai effectivement une vision artistique que j'ai envie de transmettre, mais j'aime bien aussi considérer ce que je fais comme potentiellement un moyen pour les gens de s'évader, de découvrir d'autres univers, de stimuler leur imagination, enfin voilà quoi, du divertissement pur et dur. Et dans cette lignée d'idées de divertissement, j'aimerais vraiment énormément que mon roman soit adapté en mini-série ou en film, mais je pense que ça s'adapterait vraiment parce que comme il y a quand même une partie de l'intrigue qui peut se rapprocher d'une forme d'enquête et d'intrigue policière, je me suis inspirée de ce que font les auteuristes de thrillers notamment, en mettant des cliffhangers à la fin des chapitres, et je pense que ça pourrait faire de très bonnes fins d'épisodes de mini-séries. Et je pense que vous le savez si vous suivez ce podcast ou mon compte Insta, mais j'ai fait des études de cinéma. J'ai déjà réalisé des courts-métrages de fiction et aussi de documentaires, donc je connais tout ce processus et c'est vrai que quand j'écris, ça, c'est très important pour moi d'avoir aussi ce regard un peu cinématographique, c'est-à-dire que je réfléchis quand même mes scènes aussi comme des scènes de cinéma. Je vois vraiment des images très très précises avec des déplacements dans l'espace des personnages, des situations dans l'espace des personnages et aussi évidemment un environnement sonore et au second plan qui est aussi très important. En tout cas, j'espère et c'est ce que j'essaye de travailler quand j'écris.
Et du coup, je pense que ça ferait, vraiment un bon, fond de série. Je pense qu'on pourrait vraiment jouer sur pas mal de choses, déjà sur le casting des personnages, sur le jeu d'acteurs qui, évidemment, comme c'est des personnages, gris, il y aurait vraiment tout un travail de direction, d'acteurs à faire pour, retransmettre ça et provoquer une hésitation dans, l'esprit du spectatrice pour savoir qu'est-ce qui va se passer et comment, ils ou elles vont agir et ça, ce serait vraiment très cool et vraiment travailler cet aspect, huis clos, un peu oppressant, l'environnement de la mer avec les sons des vagues, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à faire, je pense. Et là, vraiment, on est dans un rêve qui a, très, très peu de chances d'être réalisé un jour parce que déjà, avoir des droits d'adaptation, c'est pas facile à obtenir et d'autant plus quand on écrit de la littérature francophone, c'est pas ce que les boîtes de prod cherchent le plus à adapter et encore plus quand on a des héroïnes lesbiennes comme c'est le cas. On n'est forcément pas sur quelque chose qui pourra devenir mainstream, ou en tout cas dans l'optique des boîtes de production. Et comme je disais, genre des réalisations comme Netflix ou quoi, c'est quand même assez peu probable qu'ils parient sur ce genre de truc pour être un banger, parce qu'il faut que ça parle au plus grand nombre. Et il y a encore beaucoup de gens qui ne vont pas lire de livres ou regarder de séries dans lesquelles les héroïnes sont lesbiennes parce qu'ils ou elles pensent que ça les concerne pas, qu'ils peuvent pas s'identifier et du coup que ça les intéresse pas tout simplement. Ce qui est quand même assez ridicule, hein, notamment l'argument de l'identification. Pourquoi tu aurais besoin de t'identifier au personnage? Moi, j'ai pas la prétention d'avoir écrit des personnages auxquels on puisse s'identifier en tant que personne. Par contre, ils sont pétris, et elles sont pétries notamment de conflits et de problématiques auxquelles effectivement des gens peuvent s'identifier. Et je trouve que c'est une distinction très importante à faire parce que t'as pas besoin de s'identifier à Orléane en tant que femme ou en tant que clandestine sur un bateau ou en tant que magicienne. Par contre, tu peux t'identifier à elle comme personne qui a eu des difficultés avec sa famille, qui potentiellement a subi aussi des traumatismes, et je vais pas trop vous spoiler pour pas vous gâcher la découverte du roman, mais qui a un certain bagage traumatique qu'elle doit surmonter, et ça, je pense que ça peut parler à tout le monde quasiment, quoi. Et d'ailleurs, je pense aussi que ce soit les maisons d'édition ou les boîtes de prod style Netflix ou Prime, etc., peu importe, mais c'est elles qui dirigent un peu le monde de la production, notamment sérielle en ce moment, donc c'est pour ça que je parle de ça. Mais je pense que ces structures mériteraient de s'intéresser à des œuvres un peu plus originales et un peu moins conventionnelles, parce que là, c'est vrai que moi, je suis quand même une grande consommatrice de séries, et honnêtement, sur les plateformes, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une très bonne série. On est vraiment très très loin des années 2010 où on avait du Lost, où on avait du Game of Thrones, où on avait Heroes, où on avait vraiment plein de choses très diverses qui étaient vraiment très cool, très qualitatives et très originales pour l'époque. Maintenant, ça a l'air vraiment tout réchauffé, tout déjà vu, tout très lisse pour prendre le moins de risques possible, mais ça marche en aucun cas. Et la dernière très bonne série, moi, que j'ai vue récemment, c'est Severance sur Apple TV. Et je fais une mini digression pour vous en parler, mais le pitch, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Lumon qui a décidé de pratiquer une opération chirurgicale révolutionnaire sur ses employés qui, en fait, les sépare en deux. C'est-à-dire que quand ils arrivent au travail, ils perdent leur mémoire de qui ils sont à l'extérieur et ils ont que leur personnalité de l'intérieur du travail. Et quand ils ressortent, ils n'ont pas la mémoire de ce qu'ils ont fait pendant leur journée de travail. Ce qui est un pitch vraiment très original, très intéressant et qui est mis en scène d'une façon, encore une fois, hyper originale avec des plans très très lents, un environnement tout blanc, très labyrinthique. Vraiment, les premiers épisodes, on comprend quasiment rien à ce qui se passe. Et au final, c'est ce qui fait que c'est une des séries les plus prenantes que j'ai vues récemment et qui fait que quasiment tout le monde est unanime pour dire que c'était grave intéressant et que c'est grave intéressant, mais parce qu'il y a un vrai risque qui a été pris autant sur le fond que sur la forme.
et même en passant par le casting, parce qu'on a un panel d'actrices qui correspondent pas du tout aux standards de beauté, ni aux standards de ceux qu'on attend, qui sont des personnes qui sont déjà adultes, voire âgées. Je pense qu'on a un des personnages principaux qui a facilement 45-50 ans, ce qui est quand même aussi assez rare. On n'est pas sur les éternelles mêmes séries Netflix où c'est des ados de 16 ans qui font toujours les mêmes trucs. Et là, on est vraiment sur un parti pris très très fort et pour moi, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Mais voilà, là, j'ai digressé un peu et c'était mon avis, mais je pense qu'on a trop tendance à vouloir des choses qui sont très lisses maintenant dans les productions artistiques. Et moi, j'espère que à mon humble échelle, je lutte aussi contre ça et c'est pour ça que je disais aussi au début de l'épisode que mon texte a du mal à s'inscrire dans certains tropes, ce qui va être, c'est clair, une forme d'handicap, notamment pour en parler sur TikTok, qui fonctionne vraiment avec ces trucs de tropes, etc. Mais qui découle littéralement du fait que j'ai pas essayé d'écrire quelque chose ni d'attendu, ni de lisse. Et je sais que c'est aussi pour ça que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est pas le but d'une quelconque œuvre artistique, je pense. Et c'est se méprendre et c'est se tromper de chemin que d'essayer de faire l'inverse. Et ce, même quand on essaye de faire du divertissement mainstream, parce que le fait qu'une série soit populaire, ça veut pas dire qu'elle est vide et qu'elle est lisse. Il y a qu'à prendre encore une fois l'exemple de Game of Thrones. C'est une série ultra clivante, ultra violente psychologiquement et physiquement, avec des thèmes très chargés, très lourds et une intrigue aussi très complexe, très politique. Et pourtant, c'est la série la plus populaire de ces 15 dernières années. En tout cas, quand elle est sortie, c'était largement la série la plus populaire. Et encore une fois, en dépit de ses défauts, que ce soit dans le texte originel ou dans l'adaptation, parce qu'évidemment, aucune œuvre artistique n'est parfaite, mais c'est pas l'absence de défauts qui va donner la qualité d'une œuvre artistique, et au contraire, les défauts font partie de l'œuvre. Mais bref, je vais arrêter de digresser sur ce sujet parce que je pourrais vraiment en parler pendant des heures de pourquoi je pense que vouloir faire un contenu lisse, c'est vraiment vouloir se tuer soi-même, surtout quand on est un artiste avec une vision artistique. Il faut absolument pas chercher à la lisser, il faut rester dans sa personnalité, dans son unicité, et il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. On est déjà toutes et tous des personnes uniques et on a juste besoin de le montrer avec honnêteté et sincérité, et c'est ce que moi j'ai essayé de faire dans Le secret du Belten. Et encore une fois, je prétends pas que ce sera le meilleur roman que vous ayez jamais lu, mais au moins ce sera un roman qui est authentique, qui sait ce qu'il a voulu dire et qui a réussi à le dire. En tout cas pour moi, j'ai réussi à faire passer ce que je voulais faire passer et j'en suis très fière. Et pour clôturer cet épisode, je vais évoquer un de mes derniers rêves pour ce roman, mais qui dépasse un peu le cadre du secret du Belten, qui est que j'aimerais vraiment que cette publication soit le départ d'une grande carrière d'autrice, et je mets grande entre guillemets, parce que comme je viens de le dire, le fait que je sois dans une démarche de ne pas écrire des choses lisses et d'être engagée politiquement, et d'avoir des héroïnes qui sont majoritairement lesbiennes ou bisexuelles et qui relationnent que dans des relations lesbiennes, donc sans hommes blancs hétéros cis, ça fait que je pourrais jamais être une autrice ultra mainstream. Cela dit, j'espère que les gens pourront reconnaître une certaine qualité à mon texte, que ce soit dans l'intrigue, dans les personnages ou dans la forme, et que potentiellement ça donne envie aux gens de me lire plus par la suite. Et j'aimerais bien du coup pouvoir écrire d'autres romans et les publier à la fois en auto-édition et en maison d'édition pour continuer ma carrière, parce que je suis qu'au début et j'ai encore plein de choses à dire, plein de thèmes à explorer. Là, je suis en train de travailler pour essayer d'auto-publier 2 romances à la fin de l'année, une en septembre et une en novembre, potentiellement pour me faire un peu la main sur l'auto-édition et voir si c'est un format qui peut me convenir sur le long terme, en parallèle du travail en maison d'édition, parce que je l'ai déjà beaucoup évoqué, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros, j'écris trop pour des maisons d'édition traditionnelles, ou alors il faudrait que je publie dans 150 maisons d'édition différentes.
et ce qui n'est pas forcément un bon choix stratégique non plus et qui impose un temps quand même de travail éditorial qui est assez long. Donc moi, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir un certain nombre de sorties d'auto-édition qui puissent me rapporter un peu d'argent au cours de l'année et une grosse sortie en maison d'édition. Et quand je dis grosse, je veux pas dire que mes textes de maison d'édition seront mieux, mais c'est juste que voilà, ce sera un événement un peu plus important dans le sens où ce sera des textes plus difficiles à porter, que je ne me sentirai pas forcément de porter toute seule, qui auront reçu un gros travail édito aussi, parce que ce seront sans doute des textes avec des plus grosses intrigues et des choses voilà, qu'il faut beaucoup éclaircir, parce que le secret du Belten, quand ça a commencé, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est à la fin. Et c'est au cours des réécritures et au cours des discussions avec mon éditrice que ça a pu aboutir à ce que c'est là. Et je pense que autant il y a certains textes que je pourrais porter toute seule, notamment des romances un peu plus classiques, autant je sais que j'ai une propension à me disperser et à m'étendre un peu sur certaines intrigues parfois pas nécessaires et que j'ai besoin dans des gros projets voilà, avec des intrigues beaucoup plus complexes d'un regard éditorial fort. Et dans l'idéal, j'aimerais beaucoup continuer avec ma maison d'édition actuelle, Conséquence Édition, parce que vraiment les deux éditrices sont ultra professionnelles, ultra rigoureuses et ça s'est très très bien passé de A à Z. J'ai absolument rien à redire sur tout le travail édito, ni sur rien du tout. En fait, tout était super du moment où j'ai envoyé le manuscrit au moment où on va faire la sortie, quoi. Enfin, pour l'instant, tout est incroyable. Et je pense que c'est quand même assez rare dans le monde éditorial pour aussi avoir envie de m'accrocher à cette maison d'édition, même si, ben, encore une fois, je ne suis pas la seule décisionnaire de si je vais pouvoir continuer. Et là, j'essaye de me projeter sur le court moyen terme, on va dire, parce que sur du long terme, je ne sais pas du tout comment ça va se passer dans le paysage éditorial français au global, ni pour Conséquence Édition, ni pour moi, ni pour l'auto-édition. Donc j'essaye vraiment de parler potentiellement de l'année prochaine et de me dire j'aimerais bien qu'on réitère une publication l'année prochaine si possible et qu'il y ait aussi mes romans en auto-édition qui sortent à côté. Donc ça, ce serait vraiment mon envie et ce serait la meilleure chose qui puisse m'arriver pour ma carrière professionnelle. En fait, c'est de pouvoir pérenniser ça. Parce qu'avoir eu un premier oui, c'est déjà quelque chose d'énorme, mais le transformer en une suite potentielle avec un autre roman intéressant, un autre pitch intéressant et un autre oui de la part de mes éditrices pour s'engager de nouveau vers une publication, c'est un travail qui est totalement autre, surtout que moi j'aimerais partir dans des directions différentes, donc quitter vraiment l'univers de la fantasy, de la dystopie et de la magie pour aller sur un univers fantastique avec des vampires, je vous dis un peu, mais là c'est ce sur quoi je suis en train de travailler et je peaufine l'intrigue en ce moment. Bref, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu de faire un petit tour comme ça de mes rêves d'autrice. Je pense que c'était assez intéressant parce que ça permet quand même d'aborder pas mal de sujets divers et variés au final. Si l'intrigue et ce que je vous ai exposé du secret du Belten vous a plu, ou si plus globalement vous êtes en adéquation avec ma vision de la création artistique et que vous avez envie de soutenir des productions un peu différentes, n'hésitez pas à aller précommander Le Secret du Belten sur le site de Conséquence Édition. Il est aussi précommandable partout, je crois, sur les sites de n'importe quelle librairie. Je vous mettrai le lien dans la description et vraiment n'hésitez pas si vous en avez envie et les moyens parce que c'est très très important pour plein de raisons et je vous mettrai aussi l'épisode dans lequel j'explique pourquoi les précommandes c'est crucial dans le cadre d'un lancement de premier roman comme ça. Quand cet épisode va sortir, on sera à 3 semaines de la sortie du roman, donc ça approche vraiment à grands pas. J'ai très très hâte, ça va être magnifique. Et j'ai vraiment super hâte d'avoir les premiers retours des lectrices pour voir si j'ai réussi mon pari et si ça a fonctionné. J'ai vraiment très hâte et j'espère vraiment que ça va marcher et que ça va plaire. Donc n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, c'est aussi très important pour me soutenir et à parler du secret du Belten autour de vous, à partager les posts que je peux faire sur le sujet sur Instagram. Et vu qu'on est en plein Pride Month, si vous avez envie de soutenir
une autrice queer et un texte queer, n'hésitez pas à le précommander et à le mettre dans votre wishlist ou dans vos recommandations livresques du mois, si vous avez envie. Voilà, je sais que je vous en demande beaucoup, mais c'est très important. Le livre, il pourra pas exister sans vous et sans votre engagement. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour le porter là où je pouvais le faire, et maintenant, c'est vous qui avez son destin entre vos mains, et c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Merci de l'avoir précommandé si c'est le cas. Je vous souhaite une belle semaine et nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!